La valise ou le cercueil, ils sont arrivés dans la capitale arménienne à bord de minibus remplis de familles entières. Plus de 100 000 habitants d'Artsakh, aussi appelé Haut-Karabakh, ont fui depuis le début de l'offensive de l'Azerbaïdjan. Le Haut-Karabakh, c'est donc cette région peuplée en majorité d'Arméniens et qui s'est vidée de ses habitants, pourtant là depuis près de 3 millénaires. Pour rappel, cette enclave séparatiste soutenue militairement et économiquement par Yerevan, qui a autoproclamé son indépendance, mais qui n'a pas été reconnue ni par l'Arménie d'ailleurs, ni par l'ONU, mais qui est un territoire antique arménien, s'est opposé pendant plus de 3 décennies à Bakou, notamment lors de 2 guerres entre 1988 et 1994 et à l'automne 2020. On en a beaucoup parlé sur Radio J. Le pire en tout cas reste peut-être à venir. La population redoute des représailles après cette offensive militaire de Bakou. Madame l'ambassadrice Asmik Tolmadjian, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Radio J. Vous êtes donc ambassadrice d'Arménie en France depuis quelques années maintenant. Vous avez dénoncé, il y a quelques jours justement dans les médias, un processus génocidaire mené par l'Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh. Alors ce sont des mots très forts d'employer le terme même de génocide. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui de justifier cette accusation ? Merci beaucoup pour l'invitation. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le Haut-Karabakh, et vous avez rappelé bien sûr que les Arméniens vivent dans cette région depuis 3 millénaires. Donc c'est une région, c'est une terre arménienne ancestrale où les Arméniens, sans aucune interruption, ont été exclusivement en fait arméniennes et qui ont construit une civilisation. Et aujourd'hui, cette terre arménienne, avec une population arménienne qui est anéantie, qui est détruite. Qu'il s'agissait d'un processus génocidaire. C'était qualifié aussi par les spécialistes des génocides. Et notamment, je souhaiterais rappeler M. Luis Moreno Ocampo, qui est le premier procureur de la Cour pénale internationale, qui, il y a déjà 2 mois, dans un rapport très détaillé de 28 pages, parlait pourquoi il s'agissait déjà d'un génocide en cours. Il s'appuie sur la Convention internationale sur la prévention et la répression du crime de génocide, notamment sur l'article 2, qui stipule quand il y a des conditions délibérément créées pour rendre invivable pour un groupe de personnes, il s'agit déjà d'un génocide en cours. Et d'ailleurs, M. José Mendes aussi, qui est le premier conseiller du secrétaire général des Nations Unies, chargé de la prévention de crimes de génocide, qui parlait lui aussi d'un génocide en cours. Oui. Donc ce n'est pas une qualification, une définition arménienne, mais ce sont les spécialistes du génocide, les historiens qui le disent. Suivi d'ailleurs beaucoup d'autres experts aussi. Donc aujourd'hui, ce qui s'est passé dans le Karabakh, je pense, c'est un drame absolu. C'est monstrueux ce qui s'est passé. Il ne s'agit pas d'un conflit où l'une des parties a remporté la victoire sur l'autre partie. Ce qui s'est passé, c'est un effacement. Donc, un conflit où l'une des parties a utilisé toute sa force, toute la monstruosité, tout ce plan génocidaire pour anéantir, pour détruire toute une population. Et aussi, nous avons tous été le témoin des images qui étaient extrêmement parlantes, on sait aussi qu'il y a un patrimoine culturel arménien qui risque d'être effacé, qui risque d'être défiguré. Donc c'est un anéantissement culturel, physique d'un peuple. Alors justement, vous parliez de ce que disait cet été Luis Moreno Ocampo, ex-procureur de la Cour pénale internationale, la famine comme arme invisible du génocide. Justement, ça a été une arme dans ce processus, le fait d'affamer les gens pendant plusieurs mois, puisqu'on sait que pendant 9 mois, l'Azerbaïdjan a maintenu un blocus en fait du Haut-Karabakh en interdisant l'accès au corridor de Latchine. On rappelle que ce corridor justement est ce couloir qui permet de relier la région de l'Artsakh à l'Arménie. Bien sûr, parce que ni un génocide, ni une épuration ethnique ne survient pas en l'espace d'un jour ou d'une semaine. Il s'agit d'une entreprise délibérée, il s'agit d'une stratégie. Et l'Azerbaïdjan menait contre la population du Haut-Karabakh depuis 10 mois une stratégie d'asphyxie. Un blocus total, qu'on va vous rappeler à juste titre, à travers le blocage de l'unique route, donc le corridor de Latchine, qui reliait le Haut-Karabakh à l'Arménie et au reste du monde. Et donc au reste du monde. Donc tout était, il y avait une pénurie extrême de médicaments, de vivres. Il y avait l'approvisionnement de gaz, d'électricité qui ne fonctionnait plus. Et d'ailleurs, cet approvisionnement de gaz, d'électricité n'était pas fourni par l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh. Ça venait de l'Arménie, mais comme il y a des parcelles qui passaient par les régions qui sont passées depuis la guerre de 2020 sous le contrôle azéri, donc l'Azerbaïdjan profitait de cette situation pour aussi fermer. Donc c'est une vraie stratégie d'asphyxie. Le peuple était affamé, la famine s'était installée, les morts, le nombre de morts, la proportion de morts liées à la malnutrition, des fausses couches, des naissances prématurées était. Est-ce qu'on connaît les chiffres justement
dans un tiers de la mortalité était due pendant les derniers mois à la malnutrition. Et sachant aussi qu'il n'y avait pas d'électricité même dans les maternités, où les enfants prématurés n'avaient même pas la possibilité d'être mis dans les couveuses, où les opérations, les interventions chirurgicales, même les plus banales, ne pouvaient pas se faire parce que faute de médicaments, d'absence totale de médicaments. Donc la situation humanitaire était déjà extrêmement tragique. Et donc aussi une offensive militaire azerbaïdjanaise qui est survenue aussi le 19 septembre. Donc c'était, si vous voulez, dernière étape pour parvenir à la destruction de ce peuple. Alors l'Azerbaïdjan, de son côté, s'est défendu ces derniers jours dans les médias, affirmant qu'il ne forçait pas les Arméniens à partir, qu'ils pourraient rester sur le territoire du Haut-Karabakh. Ils ont même proposé aux Arméniens la citoyenneté azérie. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Vous savez, c'est le mélange d'un cynisme, de l'arrogance et de l'impunité. Aujourd'hui, quand toute la communauté internationale est quand même le témoin visuel de ce drame qui se passe en ligne, presque en temps réel. On peut bien sûr regretter l'indifférence ou l'impuissance de la communauté internationale, mais en tout cas, les qualifications sont là. Le président de la République française, la ministre des Affaires étrangères qui a 2 jours était en déplacement en Arménie, Catherine Colonna. Hier, il y a eu aussi de la déclaration à Grenade faite par le président de la République française, le chancelier allemand, le président de la Commission européenne, du Conseil européen et le premier ministre arménien, où il parlait aussi d'un déplacement forcé. Bien sûr. Aujourd'hui, la ministre des Affaires étrangères, la présidente de l'Assemblée nationale française, le président du Sénat français, Yael Braun-Pivet, Gérard Larcher, Laurence Boone, qui est la secrétaire d'État aux Affaires européennes, et hier, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, parle de l'épuration ethnique. Donc, c'est quelque chose qui est tellement évident et c'est juste le mensonge de l'État azerbaïdjanais qui ne surprend pas. Alors, la République autoproclamée donc, du Haut-Karabakh a annoncé jeudi 28 septembre sa dissolution au 1er janvier 2024. Donc, à cette date, toutes les institutions de l'enclave seront à l'arrêt. L'Azerbaïdjan va donc prendre le contrôle de ce territoire. Alors, on prend déjà le contrôle actuellement. Aujourd'hui, selon vous, que compte faire Bakou de cet endroit? On a vu des échafaudages, notamment sur la plus grande église de Stepanakert, je crois. Qu'est-ce que vous craignez aujourd'hui? Ce dont on craigne, c'est l'effacement. Ils ont déjà détruit l'élite du Haut-Karabakh. La population a été obligée de prendre le chemin de l'exil. Et prochaine étape, c'est aussi l'effacement de son patrimoine culturel. Donc les églises, les cimetières. Églises, parce qu'il faut anéantir toute trace de la présence arménienne dans le Haut-Karabakh. Les tensions sont loin d'être éteintes aussi plus globalement. Il est désormais question de la menace qui peut peser aussi sur l'intégrité de l'Arménie. En 2020 déjà, l'Azerbaïdjan avait conquis des terres arméniennes autour de l'Artsakh et aujourd'hui, on craint ce qui peut se passer dans la région du Syunik, située juste au-dessus de l'Iran, qui est menacée, notamment le fameux corridor de Zangezur. L'Arménie, est-ce qu'elle a les moyens aujourd'hui de se défendre justement? Est-ce que l'Arménie, dans son ensemble, est menacée? Bien sûr, l'Arménie est menacée dans son ensemble. Je souhaite rappeler que l'Azerbaïdjan, actuellement, a toujours sous son contrôle des contingents militaires azéris sur le sol souverain de la République d'Arménie. Dans la région sud? Non seulement dans le sud, mais aussi au bord du lac Sevan. Donc, une première excursion azérie qui avait lieu en mai 2021. Et le président de la République française l'avait condamné, avait demandé à l'Azerbaïdjan le retrait sans immédiat de ses forces, mais ces forces azéries continuent à rester sur ce territoire. Après, il y avait une autre offensive militaire il y a 1 an, donc il y a presque juste 1 an, c'était en septembre 2022, où l'Azerbaïdjan avait encore attaqué le sol souverain de la République d'Arménie. Donc aujourd'hui, l'Azerbaïdjan multiplie les déclarations de menaces contre l'Arménie. Le président de l'Azerbaïdjan avait dit à plusieurs reprises qu'il va chasser des Arméniens comme des chiens. Donc aujourd'hui, quand vous dites aussi, en répondant à votre question précédente, est-ce que les Arméniens pouvaient rester ou pas? Donc de toute façon, aujourd'hui, il y a une... Oui, c'est vrai qu'en fait, on s'interroge aussi sur le rôle de l'Arménie. Nicole Pachinian, qui a été accusé d'avoir sacrifié en quelque sorte le Haut-Karabakh en octobre 2022 et en avril 2023. Nicole Pachinian a reconnu que le Haut-Karabakh était azéri. Est-ce qu'il a eu tort? Est-ce qu'il n'avait pas le choix? Est-ce que je pourrais continuer à répondre à votre question précédente? Allez-y.
Donc aujourd'hui, oui, bien sûr, l'Arménie, elle aussi, elle est menacée. Quand on voit les officiels de l'Azerbaïdjan, que ça soit le président de la République de l'Azerbaïdjan, que ça soit le ministre des Affaires étrangères, que ça soit le ministre de la Défense, qui menacent l'Arménie, qui demandent, qu'ils disent, qu'ils affirment qu'ils vont percer un couloir à travers le territoire souverain de l'Arménie, que ça soit par la force ou que ça soit par la voie diplomatique. Quand on voit le président de la Turquie à l'Assemblée générale des Nations unies, qui parle aussi d'un corridor dans le sud de l'Arménie, et je souhaite rappeler, il s'agit de sol souverain de la République d'Arménie, on ne peut pas penser que l'Arménie n'est pas menacée. Sachant aussi le bouleversement des alliances, sachant aussi le rapport de force qui s'est installé dans la région, sachant qu'il y a l'équilibre militaire dans la région est fondamentalement rompu, sachant que l'Arménie, oui, certes, elle est affaiblie aujourd'hui suite à plusieurs guerres d'agression de l'Azerbaïdjan, et aussi il y a un déséquilibre militaire, l'Arménie se sent bien sûr menacée et elle a besoin de renforcer très rapidement ses capacités de défense. Alors, est-ce qu'elle a les moyens de se défendre, sachant que le Haut-Karabakh a été un petit peu abandonné? En tout cas, c'est ce que disent les critiques de Nicole Pachinian aujourd'hui. L'Arménie se sent menacée déjà sur ses propres frontières. Toute la vulnérabilité, la fragilité de l'Arménie en matière de se défendre explique la situation où nous nous trouvons aujourd'hui. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, finalement, l'armée arménienne, c'est 70 000 personnes, 30 000 combattants, 200 000 réservistes, il me semble. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire plus, peut-être, de résister davantage? Ou est-ce que c'était peine perdue? Est-ce qu'on a voulu éviter aussi peut-être plus de pertes déjà qu'il y a eu ces 3 dernières années? Vous savez, aujourd'hui, on est au XXIe siècle, il s'agit aussi des guerres technologiques. Ouais. Le type d'armement pèse beaucoup. On sait très bien qu'en 2020, quand l'Azerbaïdjan avait remporté sa première guerre d'agression contre le Haut-Karabakh, on sait très bien que les drones avaient joué un rôle décisif en donnant la maîtrise du ciel à l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan se réarme avec une vitesse effrayante. Donc elle est beaucoup plus forte que l'armée arménienne. Aujourd'hui, il y a un équilibre militaire qui est rompu. Très bien. Alors, vous parliez du cynisme de l'Azerbaïdjan tout à l'heure. Le 29 juin 2015, Ilham Aliyev, donc le président azéri, déclarait « L'Arménie n'est même pas une colonie, elle n'est même pas digne d'être une servante ». Alors, ce sont des propos extrêmement violents qu'il a tenus d'ailleurs sur le réseau social Twitter il y a 8 ans. Le président Aliyev qui a dit plusieurs fois son objectif aussi de vider le territoire de l'Artsakh. Alors, est-ce que c'est seulement par intérêt stratégique? Et on va parler tout à l'heure des intérêts stratégiques, mais est-ce qu'il y a aussi peut-être un racisme anti-arménien latent en Azerbaïdjan? Bien sûr. Le racisme de l'État azerbaïdjanais, qui est encouragé par les autorités suprêmes de ce pays, sont dénoncés depuis des années par les organismes internationaux. Je voulais citer notamment, par exemple, le Comité des Nations Unies contre l'élimination raciale, ou la Commission du Conseil de l'Europe chargée encore de la lutte contre la discrimination raciale, qui depuis des années alerte sur le danger, sur le risque de récurrence de violences dues au racisme de l'État azerbaïdjanais. Si je peux citer l'écrit, donc c'est la Commission du Conseil de l'Europe contre la discrimination raciale qui disait depuis il y a quelques années encore que toute une génération en Azerbaïdjan grandit au son du discours contre les Arméniens, dans le discours anti-arménien. C'est-à-dire dès l'école, on apprend... Dès l'école maternelle. Aujourd'hui, vous verrez des scènes qui sont largement diffusées par les Azéris eux-mêmes sur les réseaux sociaux, des enfants de 3 ans qui jubilent dans les écoles maternelles en brûlant des drapeaux arméniens. Donc je pense qu'il s'agit d'une société tout entière qui est prise dans cette haine contre les Arméniens. Et d'ailleurs, la Cour... plusieurs organismes internationaux ont condamné ce racisme d'État de l'Azerbaïdjan. Certainement, vous avez rappelé à juste titre les propos du président azerbaïdjanais, ce ne sont pas les seuls. Après la victoire de 2020 contre le Haut-Karabakh, l'Azerbaïdjan émet un timbre en montrant qu'il dératise le Haut-Karabakh. L'Azerbaïdjan érige un parc de trophées où il met des mannequins en cire délibérément, donc des soldats arméniens délibérément défigurés. Oui. Et qui est on sait qu'il y a une rue Enver Pacha aussi, donc du nom d'un des instigateurs du génocide arménien, qui existe en Azerbaïdjan. Oui, et aujourd'hui, l'une des premières choses que les Azéris ont fait dans le Haut-Karabakh, à Stepanakert, une fois quand il a été vidé entièrement de sa population, c'est de rebaptiser
l'avenue centrale de Stepanakert, donc de la capitale du Haut-Karabakh, au nom de Enver Pacha. Vous vous rappelez à juste titre, il est l'un des investigateurs, l'un des membres de triumvirat des gens turcs qui a ordonné le génocide des Arméniens. Mais en plus, pourquoi Enver Pacha? Parce que c'est lui qui était aussi responsable des musulmans d'Orient, c'est lui qui était aussi un peu l'un des auteurs de la création des massacres aussi des Azéris, commises contre les Arméniens par les Azéris à l'époque ils étaient appelés encore des Turcs ou des Tatars caucasiens en 1918, en 1920. Donc c'est pas par hasard que c'est le nom de Enver Pacha qui est glorifié. Et je voulais rappeler aussi quand le président turc Erdogan se rend à Bakou en 2020, tout de suite après la guerre de 44 jours, pour accueillir un défilé parade militaire à côté du président de l'Azerbaïdjan, M. Aliyev, Erdogan dit « Aujourd'hui, l'âme de Enver Pacha serait illuminée ». Aujourd'hui, nombreux sont les historiens qui passent des paroles, en fait, qui trouvent un lien intrinsèque entre le génocide de 1915 et ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Et je pense que les Turcs et les Azéris eux-mêmes révèlent justement ce lien intrinsèque, parce que par ses propos que l'âme de Enver Pacha serait illuminée, le président turc lui-même, il révèle ce lien qui existe, oui. Parce que c'est l'objectif justement d'exterminer le peuple arménien qui avait commencé dès la fin du 19e siècle et qui a été à l'apogée en 1915 à travers le génocide arménien, qui se produit aujourd'hui encore. Et en fait, cette politique d'extermination et les projets pan-turcs sont encore toujours à l'origine, ils sont toujours présents. Et je voulais à ce titre rappeler aussi les propos du président turc pendant la reconversion de Sainte-Sophie, qui disait son rêve le plus cher, c'est la restauration du monde turc, qui irait de l'Andalousie jusqu'à Bukhara. Et donc, on sait que le sud de l'Arménie, notamment, l'Arménie constitue un verrou pour la continuité territoriale, donc de ce monde turc qu'il appelle son vœu le plus cher. Aussi, je souhaiterais rappeler aussi les propos de Vincent Duclerc, qui est l'historien des génocides, qui disait qu'il faut analyser ce qui se passe aujourd'hui dans le Haut-Karabakh, dans toute cette région du Caucase par les Turcs et les Azéris, c'est la continuité de l'entreprise délibérée de la destruction d'un peuple et d'une terre. Oui, du génocide donc perpétré par l'Empire ottoman à partir de 1915. Alors, on va évidemment évoquer tout ce qui se passe sur le plan international, les relations entre l'Arménie et la Russie, mais pour revenir quand même à Nikol Pachinian, donc le Premier ministre arménien, on a vu ces manifestations qui se sont multipliées et des arrestations aussi qui se sont multipliées. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour la démocratie en Arménie? Vous savez, je pense que malgré les moments extrêmement difficiles, l'Arménie a toujours a réaffirmé son attachement à la démocratie. Après la guerre de 2020, l'Arménie après la guerre de 44 jours, il y avait aussi des contestations. Et pour trouver la voie, l'Arménie a toujours, encore une fois, choisi la voie démocratique à travers des élections anticipées qui ont donné encore la voie, qui ont renouvelé les autorités qui sont aujourd'hui en place. Donc le peuple arménien soit très inquiet parce que la situation est dramatique et ce qui se passe, c'est une tragédie absolue pour l'ensemble du peuple arménien. Et je pense aussi c'est quelque chose qui est totalement inacceptable par la communauté arménienne, mais pour la communauté internationale, mais en tout cas, ce qui se passe, c'est un drame pour la nation arménienne. Donc, que le peuple arménien soit très inquiet et que ça soit manifesté à travers aussi une contestation, des manifestations à Yerevan, à Bruxelles, dans toutes les villes européennes. Donc, je pense que ça traduit cette inquiétude immense du peuple arménien par rapport à ce qui s'est passé et aussi par rapport aux menaces que vous avez décrit vous-même aussi. Alors évidemment, on parle aujourd'hui du rôle obscur que joue la Russie en Arménie. La Russie et l'Arménie, c'est vrai, les relations se sont un petit peu dégradées aussi avec l'arrivée au pouvoir justement en 2018 de Nikol Pachinian, qui s'est montré peut-être moins aligné sur les positions du Kremlin, et puis surtout l'entente entre Moscou et Bakou qui s'est renforcée à la faveur de la guerre en Ukraine en février 2022. La Russie, pour vous, a une responsabilité dans ce qui se passe actuellement en Artsakh, parce que faut le rappeler, l'Arménie a confié justement la sécurité de ses frontières à la Russie. La Russie a été un partenaire majeur de sécurité pour l'Arménie. Il y avait une alliance militaire entre l'Arménie et la Russie bilatérale. L'Arménie fait partie aussi de l'organisation de traités de sécurité collective. En plus, au terme de la guerre de 44 jours, vous savez, il y a une déclaration de cessez-le-feu qui avait été signée par l'intermédiaire de la Russie, où il y a la signature des présidents russes, Azeri, et du premier ministre arménien Nikol Pachinian, qui stipule notamment aussi la présence des forces d'interposition russes dans le Haut-Karabakh,
pour assurer justement et garantir la sécurité de la population. Aujourd'hui, s'il y a plus un Arménien qui reste dans le Haut-Karabakh, ça montre Oui. bien sûr que au moins cette mission russe de paix, d'instaurer la paix, a été un échec. Donc Moscou n'a pas assuré la sécurité des Arméniens. Je pense que c'est une réalité, c'est un fait qu'on ne peut pas interpréter autrement. Si la Russie n'avait pas échoué à sa mission, si la force d'interposition russe n'avait pas échoué à la mission, aujourd'hui, il n'y aurait pas l'épuration ethnique dans le Haut-Karabakh. Alors, est-ce que la Russie est toujours un allié de l'Arménie? Est-ce que ça peut toujours être un allié de l'Arménie aujourd'hui, selon vous? Vous savez, le Premier ministre arménien a parlé aussi d'une défaillance de système de sécurité, de l'architecture de sécurité sur laquelle se pose la sécurité de l'Arménie. Donc aujourd'hui, je pense que l'Arménie a besoin des mécanismes internationaux efficaces pour se protéger, pour assurer sa propre sécurité. Bien sûr, c'est vrai qu'on s'interroge pourquoi avoir confié la sécurité de ses frontières à la Russie, sachant, je le disais, le nombre de combattants qu'il y a, 30 000 combattants sur 70 000 soldats et 200 000 réservistes. L'Arménie aurait peut-être dû s'occuper de sa propre sécurité déjà dès le départ. Je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, il ne faut pas oublier où se trouve l'Arménie, dans la région où nous nous trouvons. Il ne faut pas oublier quels sont les pays qui nous entourent. Il n'y a pas d'accès à la mer. Il n'y a pas d'accès à la mer. L'Arménie, malheureusement, est un pays enclavé. Et d'ailleurs, la situation où se trouve aujourd'hui l'Arménie, c'est la conséquence directe, encore une fois, du génocide de 1915. Les frontières que l'Arménie a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, l'Arménie, c'est un pays, suite au génocide, suite à l'extermination des Arméniens en 1915 et la destruction de la terre arménienne en 1915, l'Arménie s'est réduite de 300 000 km² à 30 000 km². Elle s'est réduite comme peau de chagrin. Aujourd'hui, avec la disparition du Haut-Karabakh, c'est encore une fois une terre arménienne qui se vide, qui est effacée et qui passe sous le contrôle turco-azéri. Donc aujourd'hui, l'Arménie, cette situation enclavée, c'est aussi la conséquence du génocide arménien. Et donc je pense aujourd'hui, la communauté internationale a aussi une responsabilité. A une responsabilité collective parce que si le peuple arménien qui a subi le premier génocide du XXe siècle, aujourd'hui est en train de connaître aussi la première épuration ethnique du XXIe siècle. Si la communauté internationale au XXe siècle n'a pas pu prévenir un génocide, et je rappelle le premier génocide du XXe siècle, aujourd'hui c'est aussi sa responsabilité de prévenir, sa responsabilité de prévenir une épuration ethnique. Je souhaite rappeler qu'une épuration ethnique, un crime contre l'humanité, n'est pas seulement le ressort des pays qui en sont directement concernés. C'est une affaire de la communauté internationale. Ça concerne toute l'humanité. Et aujourd'hui, bien sûr, l'Arménie, dans la situation, encore une fois, de bouleversement des alliances et géopolitiques, et on sait très bien aussi que la géopolitique dans notre région a beaucoup changé aussi suite à la guerre en Ukraine. Donc l'Arménie se trouve seule, complètement seule et très vulnérable face à ses voisins qui sont prédateurs et qui ne cachent pas, qui veulent la mort de l'Arménie. Donc plus de soutien de la communauté internationale, y compris pour renforcer les capacités de la défense de l'Arménie, sont vitales, sont essentielles pour la survie de l'Arménie. Alors vous le dites, Moscou n'a pas assuré la sécurité des Arméniens. On constate maintenant que l'Arménie se tourne beaucoup plus vers l'Occident, vers les Américains, à vrai dire, en ratifiant notamment le statut de Rome qui permet à Erevan d'être partie à la Cour pénale internationale. Est-ce que vous pouvez compter sur le soutien peut-être bientôt des États-Unis en tant que nouvel allié stratégique? Vous savez, je pense que l'Arménie a besoin de renforcer ses capacités de défense, d'assurer sa sécurité avec les soutiens internationaux. Aujourd'hui, toute initiative, tout soutien qui pourrait contribuer à la sécurité de l'Arménie serait certainement extrêmement important. L'Arménie a ratifié le statut de Rome parce que c'est qui donnera la possibilité à l'Arménie de saisir la Cour quand il y a des crimes sur le sol souverain de l'Arménie. Sachant qu'il y a des forces azéries qui restent toujours, qui sont toujours sur le sol souverain de l'Arménie et que l'Arménie n'est pas protégée par une nouvelle agression militaire probable de l'Azerbaïdjan. Donc ce sont ces éléments-là, ce sont ces facteurs-là qui ont poussé à l'Arménie, qui ont favorisé à ce que l'Arménie ratifie le statut de Rome. Donc encore une fois, ce n'est pas lié aux orientations géopolitiques, c'est lié par les besoins vitaux de l'Arménie d'assurer sa propre sécurité. Mais alors aujourd'hui, quelles sont les relations entre les États-Unis et l'Arménie ? Les relations sont bonnes, mais aujourd'hui, je pense que
on ne peut les États-Unis ont toujours été un partenaire important pour l'Arménie dès les jours de son indépendance, pour le renforcement de la démocratie, de l'état de droit. Mais de là à dire que les États-Unis deviennent un partenaire de sécurité pour l'Arménie, je pense que c'est un raccourci qui est très vite. On parle aussi beaucoup de l'Inde et de l'Iran comme alliés de l'Arménie. Alors, qu'en est-il? Quels sont ces partenariats? On sait qu'il y a peut-être une vente d'armes aujourd'hui de l'Inde à l'Arménie. Qu'en est-il? L'Inde manifeste un intérêt réel pour la sécurité de l'Arménie parce que je pense que l'Inde aussi elle est consciente que un affaiblissement d'un État arménien dans cette région du monde n'est pas seulement une question locale, n'est pas une question même régionale, que ça peut bouleverser aussi l'architecture internationale parce que aujourd'hui, dans ce carrefour géopolitique important où un État risque de disparaître, je pense que ça suscite aussi une légitime préoccupation chez l'Inde. Mais encore une fois, l'Arménie, oui, a multiplié, a renforcé sa coopération avec l'Inde, y compris dans le domaine sécuritaire, mais tout ceci n'est pas encore suffisant pour l'Arménie pour être confiant de sa capacité de se défendre. Alors une aide internationale se dessine malgré tout. Washington a promis environ 11 millions d'euros. La France prévoit 7 millions d'euros destinés aux ONG et va envoyer du matériel médical maintenant à l'Arménie puisque c'est un peu tard pour le Haut-Karabakh. Qu'est-ce que vous attendez d'autre de la communauté internationale justement? Les besoins humanitaires de l'Arménie sont aujourd'hui immenses parce que faire face à 100 000 réfugiés qui arrivent en Arménie sans rien. L'hiver approche, il y a les problèmes de logement, de vivre, donc les besoins sont vraiment immenses. Mais avant de passer à la question humanitaire, qui reste extrêmement important, je pense qu'il faut donner une qualification de crime, de ce qui se passe. Il faut condamner fermement ce qui s'est passé. Et il faut pas accepter ce qui s'est passé par l'utilisation, par l'usage de la force, comme quelque chose qui est acceptable. Il ne faut pas tourner la page. Donc il faut sanctionner. Il faut sanctionner l'Azerbaïdjan. Il faut assurer la possibilité de retour de ces 120 000 réfugiés du Karabakh qui ont été obligés de quitter leur terre, le retour sur leur terre ancestrale, parce qu'aujourd'hui... Vous pensez que ce sera possible? Vous savez, aujourd'hui, s'il y avait des mécanismes internationaux qui assuraient la sécurité, qui offraient des garanties de sécurité à cette population, bien sûr, le retour serait possible. Ce qui a été fait dans le Kosovo... Si la même chose était faite pour les Arméniens du Haut-Karabakh, le retour serait possible et ces terres ne seraient pas définitivement privées de sa population. Donc je pense que les mécanismes internationaux permettent, il y a des précédents, il faut la volonté et il faut agir collectivement. Alors, à l'heure où nous enregistrons cette interview, Madame l'ambassadrice, on apprenait que l'Azerbaïdjan s'est dit prête à des pourparlers avec l'Arménie, par ailleurs, sous médiation de l'Union européenne, justement. Alors, est-ce que l'Arménie doit accepter ces négociations? Vous savez, je pense qu'il y a un immense décalage entre les propos tenus par l'Azerbaïdjan et la réalité. En fait, quand l'Azerbaïdjan fait part des menaces, ça, il faut écouter très attentivement. Parce que les autocrates, quand ils menacent, il faut les prendre au sérieux. Donc à chaque fois, pendant des années, quand l'Azerbaïdjan menaçait l'Arménie, menaçait le Haut-Karabakh, il fallait les prendre au sérieux. Et ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé aujourd'hui dans le Karabakh, on ne peut pas dire que n'était pas prévisible. En tout cas, non seulement l'Arménie alertait sur ce danger, sur cette menace qui pesait sur le Haut-Karabakh, mais l'Azerbaïdjan lui-même était extrêmement vocal pour ce qu'il allait se faire. Donc aujourd'hui, je pense que la communauté internationale, s'il avait été mobilisée avec une force qui était appropriée pour prévenir ce drame n'aurait pas eu lieu. Aujourd'hui, je pense qu'il faut mettre fin au sentiment de l'impunité de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, jusqu'à maintenant, n'a payé aucun prix, ni politique, ni diplomatique, ni économique, pour les plusieurs guerres d'agression qu'il a déclenchées contre le Haut-Karabakh et aussi sur ses offensives sur le sol souverain de la République d'Arménie. Donc je pense que mettre fin à l'impunité, c'est extrêmement important. Si les auteurs, si les instigateurs de génocide de 1915 n'étaient pas restés impunis, aujourd'hui, l'Azerbaïdjan ne serait pas aussi arrogant, aussi sûr de lui dans son entreprise, sachant que de toute façon, tout crime reste impuni. Oui. Alors, parmi les sanctions évoquées, on a entendu notamment les leaders d'organisations arméniennes en France parler, pourquoi pas, de l'expulsion des représentants du régime de Bakou à Paris, le gel des avoirs des dirigeants azéris, l'intervention d'une force internationale sur place. Vous pensez que c'est donc cette solution-là qu'il faudrait préconiser? Moi, je pense que la présence d'une force d'interposition internationale, bien sûr, serait la mesure la plus importante, la plus effective, la plus réelle
pour permettre le retour, en tout cas pour que cette épuration ethnique ne soit pas définitive. Après, toutes les mesures diplomatiques, économiques qui pourraient aider à mettre fin au sentiment d'impunité et de faire la pression sur l'Azerbaïdjan pour ne pas récidiver serait bien sûr important. Ouais. Mais on a vu cette mission de l'ONU arriver sur place dans le Haut-Karabakh, mais c'était déjà vide en fait. Donc, qu'est-ce que ça symbolise pour vous? Vous savez, encore une fois, cette mission arrive avec beaucoup de retard. Ah oui. Ça fait 30 ans que cette mission, elle est attendue. Ouais. Vous avez rappelé que le Haut-Karabakh n'a pas été reconnu par la communauté internationale, mais c'était un État démocratique qui fonctionnait en suivant les règles démocratiques, qui avait des élections régulières, qui élissait son parlement, son président, qui avait une société civile. Et donc aujourd'hui, c'est cet État démocratique aussi qui disparaissent. Donc je pense aujourd'hui avec l'épuration ethnique et la disparition du Haut-Karabakh, c'est aussi la démocratie qui recule dans notre région. Et renforcer les autocrates, c'est pas bon pour la démocratie non plus. Alors on va parler d'Israël évidemment dans un instant puisqu'on est sur Radio J, mais d'abord un mot de la France. Le groupe d'amitié France-Azerbaïdjan au Parlement français a été dissous tout récemment. Est-ce que vous êtes satisfaite de cette initiative ou est-ce que vous pensez que la France doit faire plus, encore davantage, même sur le plan politique ? C'était la décision, le choix des parlementaires français de mettre fin à ce groupe d'amitié. Je peux comprendre ces décisions des parlementaires français. Je peux saluer aussi cet engagement des parlementaires français au nom, encore une fois, des valeurs, au nom de la démocratie, au nom d'un engagement. L'amitié entre le peuple français et le peuple arménien est très ancienne, oui. Oui, mais je pense qu'au-delà de l'amitié entre la France et l'Arménie, il s'agissait d'un engagement citoyen des parlementaires français, un engagement républicain qui était au nom des valeurs. Qu'aujourd'hui, le président de la République, la ministre des Affaires étrangères, le président du Sénat, la présidente de l'Assemblée nationale française, les parlementaires français, les régions françaises, la mairie de Paris, les Hauts-de-France, en fait, tous s'engagent pour dénoncer aujourd'hui le crime qui s'est passé, pour dénoncer ce qui s'est passé, cette épuration ethnique, et appellent à exercer plus de pression sur l'Azerbaïdjan pour ne pas permettre à l'Azerbaïdjan de faire un pas de plus. Donc je pense que toute pression, toute initiative, toute action forte encore une fois, pour ne pas laisser à l'Azerbaïdjan d'être encore plus renforcé dans son expansionnisme, nourri, encore une fois, par le sentiment renforcé de l'impunité, serait extrêmement important aujourd'hui pour l'Arménie. Bien sûr. Alors un cocktail Molotov, on l'apprenait en Arménie, a été lancé dans la nuit du lundi 2 octobre sur la synagogue de la capitale arménienne Yerevan, donc la synagogue de cette capitale, c'est la seule du pays. De la peinture a été projetée sur les murs, l'acte a été revendiqué par un groupe se faisant appeler Jeunes combattants pour la liberté de l'Arménie qui affirme avoir mené cette action en représailles du soutien d'Israël et du judaïsme mondial à l'Azerbaïdjan. Est-ce que vous condamnez cette attaque ? Bien sûr. Je condamne avec beaucoup de fermeté et sans aucune ambiguïté. La population juive d'Arménie, aujourd'hui, est estimée à environ 200 personnes, il me semble. Pourquoi il y a si peu de juifs en Arménie, finalement, sachant l'amitié, c'est vrai, profonde que partagent le peuple juif et le peuple arménien ? Parce que, tout simplement, je pense que... C'est une des critiques, d'ailleurs, de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan dit souvent que les Arméniens sont antisémites, que l'Arménie est antisémite, puisqu'il y a plus de juifs en Azerbaïdjan qu'en Arménie. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je pense que les peuples arméniens et le peuple juif ont deux peuples qui ont en partage une histoire qui est parsemée des souffrances. Ce sont deux peuples persécutés. Ce sont deux peuples qui malheureusement ont subi le crime ultime, un crime de génocide. Et ce sont deux peuples qui ont une amitié millénaire. On peut pas se baser juste sur une estimation chiffrée, parce qu'aujourd'hui, les Juifs sont en Arménie depuis l'Antiquité. Aujourd'hui, que le territoire arménien soit tellement réduit et que les minorités juives qui étaient sur le territoire arménien, mais dans le sens sur un territoire beaucoup plus large, et qui ont été aussi étaient obligés de partir, chassés. Donc aujourd'hui, je pense que c'est pas sur la base des chiffres qu'on peut comparer. Et aujourd'hui, je pense que la situation
aussi peut-être de l'Arménie, les difficultés géopolitiques, les difficultés économiques, pour des raisons très objectives, ne sont pas très attirantes, attrayantes pour accueillir d'autres. Bien sûr. Alors, le 6 mars dernier, par ailleurs, le journal israélien Haaretz rapportait que durant les 7 dernières années, 92 avions cargo azéris affrétés par une compagnie azérie avaient atterri en Israël. Un nombre de vols qui a considérablement augmenté en 2020 pendant la guerre. Alors, Israël, c'est vrai, achète 30% du pétrole azéri qu'elle consomme en Israël. Qu'est-ce que vous pensez de ce soutien-là? Et est-ce que vous comprenez aussi la position d'Israël dans cette région qui doit faire de la réelle politique? Vous savez, tout peut s'expliquer en nom de réel politique. Oui. Mais aujourd'hui, je pense qu'il s'agit des valeurs. On est face à une menace réelle d'une disparition d'un peuple, d'un État. Et aujourd'hui, je pense qu'un peuple qui a lui-même confronté à une menace de destruction ne peut pas rester indifférente et ne peut pas tout faire au nom des intérêts économiques et au nom de géopolitique. Tout peut s'expliquer. Mais je pense qu'aujourd'hui, le peuple arménien a besoin un peu plus de soutien du peuple juif, un peu plus de compréhension. Oui, d'Israël. Alors, ce qui ne plaît pas à Israël, par ailleurs, c'est vrai, c'est le soutien de l'Iran à l'Arménie. Iran ennemi public numéro 1 de l'État hébreu. L'armée arménienne étant équipée des meilleures armes iraniennes, notamment des drones suicides Shahed, utilisés donc aussi par l'armée russe, d'ailleurs, dans sa guerre contre l'Ukraine. Pourquoi l'Arménie aussi a été contrainte de se tourner vers l'Iran? L'Arménie a démenti formellement la présence des drones iraniennes en Arménie. Il n'y a pas d'armement iranien sur le sol de l'Arménie. Elle n'est pas utilisée par l'Arménie. Aujourd'hui, l'Iran reste l'une des rares frontières de l'Arménie qui n'est pas bloquée. L'Arménie partage ses plus longues frontières avec la Turquie et l'Azerbaïdjan qui sont complètement bloquées depuis 30 ans. L'Arménie partage une petite frontière au nord avec la Géorgie et une toute petite frontière avec l'Iran dans le sud du pays. Si vous me permettez, en revenant encore à la question précédente, je pense que la proximité entre les Arméniens et les Juifs n'est plus à démontrer. Et je voulais rappeler l'ambassadeur américain à l'Empire ottoman de 1913 à 1916, M. Henry Morgenthau, qui était le premier qui intervenait en faveur qui était juif, bien sûr, et qui intervenait en faveur des Arméniens. Et Henry Morgenthau apportait dans ses mémoires, quand il était allé pour la première fois voir Talat Pacha pour dénoncer les crimes qui se passaient, qu'il organisait contre les Arméniens, Talat Pacha pose cette première question. Monsieur l'ambassadeur, pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous vous intéressez aux Arméniens? C'est pas votre communauté, c'est pas les Juifs qui sont visés. Ces gens-là sont des chrétiens, vous êtes juifs. Et Morgenthau qui répond, et d'ailleurs Talat continue en disant, mais vous savez, on traite très bien la communauté juive, ce qui était faux, et Morgenthau dénonce, et il savait très bien que c'était pas le cas. En impôts notamment. Voilà, donc Morgenthau savait de toute façon qu'il s'agissait de mensonge, mais Morgenthau répond, je ne suis pas ici ni au nom d'une race, ni au nom d'une religion. Ce que je représente ici, c'est l'humanité. Et donc je pense que c'était extrêmement important de cette amitié, cette sensibilité. Et d'ailleurs, avant même le choix, que l'ambassadeur américain, qui était d'origine, qui était juif, puisse témoigner à la fois son attachement aux valeurs et à un humanisme qui, à l'époque, n'était pas peut-être très bien défini. Oui. Après, on se souvient bien de cette phrase de Adolf Hitler en 1939, quand il dit « Mais finalement, qui est-ce qui se souvient de l'extermination des Arméniens ?» Lancer ces propos avant le choix, c'était un prélude aussi. Après, je voudrais aussi citer un autre juif, Raphaël Lemkin, qui avait forgé le mot génocide. Et il avait dit lui-même que ce mot a été forgé, qu'il a créé ce mot en se basant précisément sur l'étude du génocide arménien et de la Shoah. Et je vais citer aussi Franz Werfel, encore un juif, qui avait écrit le livre 40 jours de Moussadag, qui parlait de cet héroïsme des Arméniens avec le soutien des marins français
qui résistaient à l'extermination des Turcs. C'est un livre d'ailleurs qui a été passé de main en main dans les camps de concentration pendant Bien sûr, parce que c'était aussi un message de résistance que Franz Werfel adressait aussi aux Juifs à travers l'exemple des Arméniens. Et les historiens, je souhaite parler aussi de monsieur Marc Nobel, je vais parler aussi de Yael Aharon, qui est aussi un historien du génocide, qui a été aussi le directeur des programmes pédagogiques de Yad Vashem. Donc je pense qu'il y a une proximité très forte. Alors comment renforcer cette alliance entre Israël et l'Arménie? Et je souhaite aussi, excusez-moi, remercier aussi, bien sûr, le président du CRIF, Yonatan Arfi. Bien sûr, Yonatan Arfi, pour ses propos, pour sa solidarité. Et je souhaite aussi remercier le grand rabbin qui, il y a quelques jours encore, dénoncé aussi, qui a exprimé aussi sa solidarité. Donc je pense que peut-être les deux peuples peuvent faire peut-être un peu plus pour le rapprochement aussi entre les deux États. Mais alors comment, justement, peut-être, vous avez terminé sur ça, qu'est-ce que vous attendez peut-être d'Israël à présent? Vous savez, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, l'ordre international est bouleversé. Aujourd'hui, malheureusement, on est le témoin d'un échec un peu collectif des mécanismes internationaux de prévention. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les valeurs sont mises en cause. Aujourd'hui, on voit un peu ce qui le monde avant la Deuxième Guerre mondiale, avec le bouleversement des alliances, avec aussi la primauté du droit, de la force sur le droit. Et je pense aujourd'hui, il y a un attachement fidèle, malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce désordre mondial. Rester attaché aux valeurs, rester attaché aux choix démocratiques, rester attaché aux valeurs d'humanisme, ce que Henri Morgenthau aussi défendait. Je pense que ça reste quand même quelque chose qui est extrêmement fondamental, important pour l'avenir. Et je pense que 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, chacun va se poser individuellement et collectivement qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour prévenir ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense que nos deux États auront raison d'avoir certainement une relation beaucoup plus forte, parce que ce sont des deux États qui sont démocratiques, qui malgré la situation géopolitique difficile, malgré leur histoire difficile, n'ont jamais renoncé à la démocratie. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans ce monde où on voit les alliances des autocrates, les alliances des démocraties sont encore plus importantes que jamais. Les intérêts géopolitiques peuvent être aussi passagers. Et on voit très bien aussi, une région peut changer de nature, de visage en l'espace de quelques années. Donc je pense que ça serait un choix, une proximité qui est fondée plus sur les valeurs, à une vie de plus longue durée que quelque chose qui est passager. Vous avez parlé des relations entre l'Iran et l'Israël. Tout le monde le sait, je pense qu'il y a encore quelques décennies, ces deux États avaient des relations qui étaient très proches. C'est l'époque du Shah. Mais depuis la révolution islamique, c'est bien sûr. compliqué. Mais je pense que les régimes aussi, les natures des régimes, les autorités peuvent être modifiées. Ce qui est constant, c'est l'attachement des valeurs, c'est l'attachement à l'humanisme, c'est à l'attachement à notre propre conviction. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui, ça doit interpeller notre conscience, à la fois individuelle, collective internationalement, mais aussi la conscience des États. Et je pense que on va, à un moment donné, chacun va se dire, sera interpellé par lui-même, qu'est-ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Et je pense que quand on dit, c'est pas les paroles de nos ennemis, mais c'était le silence de nos amis qui a été le plus difficile. Je pense que quand il y a un drame, quand il y a un crime contre l'humanité qui se passe sous nos yeux, en temps réel, ce silence n'est pas compréhensible. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Asmik Tolmadjian, ambassadrice d'Arménie en France. Merci d'avoir été avec nous sur Radio J, d'avoir répondu à toutes nos questions. Et vous êtes bien sûr la bienvenue sur Radio J quand vous le souhaitez. À bientôt. Merci beaucoup, Yana.